Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir pour écouter ou discuter avec nous. On va parler des AVC. Alors, même si vous êtes dans le noir et que moi j'ai un spot en pleine figure et que je ne vous vois plus, quand on dit AVC, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Parce que je vais quand même vous faire participer un petit peu. AVC, c'est quoi? Alors, accident vasculaire cérébral. Donc ça, c'est la traduction. Mais en pratique, ça veut dire quoi? Alors, les aides-soignantes du service, vous n'avez pas le droit. Un caillot, oui. Paralysie, oui. Une artère bouchée, oui, mais pas que. Ouais. Pardon? Une hémorragie, oui, aussi. Très bien. Bon, ben vous savez tout, je m'en vais. Bon, non, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que les trois mots de AVC sont très importants et chacun a bien sa propre valeur. Accident, parce que c'est quelque chose qui survient brutalement, tout d'un coup. C'est injuste, c'est dégueulasse, ça peut être terrible, ça laisse des séquelles. Donc vraiment, le terme d'accident est très important. Vasculaire, parce que c'est un problème au niveau des vaisseaux, et des vaisseaux en particulier les artères, et cérébral, parce que ça touche le cerveau. Donc ce soir, je vais vous parler de ce qu'est l'accident vasculaire cérébral, mais aussi de vous donner quelques chiffres. Voilà. Alors ça, c'est un petit film d'illustration qui montre, en fait, les AVC, il n'y en a pas qu'un, il y en a deux grandes sortes, vous l'avez dit. Le premier, le plus fréquent, c'est quand un caillot se bouche. Et le cerveau, pour fonctionner, il a besoin d'être irrigué en permanence pour recevoir de l'oxygène et du sucre et du glucose. Toutes les cellules nerveuses, les neurones ont besoin de ça pour fonctionner. Si l'artère se bouche, ben, le cerveau va tomber en panne. Et c'est pour ça que les symptômes viennent brutalement. Ça vient tout d'un coup. Donc l'artère, elle peut se boucher soit parce qu'il y a une plaque de cholestérol qui se développe là, comme on le voit à l'intérieur de l'artère, et qui petit à petit va réduire le diamètre de l'artère jusqu'à finir par la boucher. Et toute la partie du cerveau qui est irriguée par cette artère-là n'est plus irriguée, les neurones tombent en panne, la paralysie ou la perte de langage va s'installer brutalement. Donc ça, c'est le premier mécanisme. 4 fois sur 5, c'est ça, c'est une artère du cerveau qui se bouche, c'est ce que vous avez dit. Le caillot, il peut se former soit dans une artère à l'intérieur du cerveau ou au niveau du cou, mais il peut aussi venir d'ailleurs. Il peut venir du cœur. Et là, c'est ce que montre le petit film. C'est un caillot qui se formait à l'intérieur du cœur, j'en reparlerai pas mal. Et ce caillot, ensuite, peut être expulsé du cœur et partir dans la circulation et monter à la tête. Et finalement, tant qu'il est plus petit que le diamètre de l'artère, ben, il passe. Mais dès que l'artère est plus petite, il bouche l'artère. Les conséquences sont exactement les mêmes. C'est un accident vasculaire cérébral. On appelle ça ischémique. Retenez plutôt le terme d'infarctus, infarctus cérébral. Vous avez probablement beaucoup entendu parler de l'infarctus du myocarde, mais infarctus, ça veut simplement dire artère bouchée. On peut avoir une artère bouchée dans le cœur, dans le cerveau, la rétine, le foie, la rate, l'os, tous les organes peuvent être victimes d'un infarctus. Donc on parle d'infarctus cérébral. Le deuxième mécanisme, donc deux fois sur 20% des cas, 2 fois sur 10, c'est exactement l'inverse. Au lieu d'un caillot qui bouche une artère, c'est une artère qui se déchire et donc il y a du sang qui va aller de façon anormale dans le cerveau et abîmer le cerveau et donner exactement les mêmes signes cliniques. Si j'insiste beaucoup là-dessus au début, c'est pour vous dire que les symptômes sont les mêmes. Et on n'a aucun moyen de déterminer si c'est une artère bouchée ou une artère déchirée au domicile du patient pendant son transport. La seule façon de savoir si c'est une artère bouchée ou une artère déchirée, c'est de faire un scanner ou mieux une IRM. C'est pour ça que toute la prise en charge du patient doit se faire en extrême urgence pour l'amener le plus vite possible dans un établissement de santé qui permettra au patient d'avoir un scanner ou une IRM, parce que bien évidemment les traitements ne sont pas du tout les mêmes si c'est une artère bouchée ou une artère déchirée. Il est hors de question de donner des médicaments qui vont agir et faire fondre les caillots. Si le patient a déjà un saignement de la tête, ce serait criminel. Donc, avant que le patient arrive à l'hôpital ou dans une clinique, on ne peut rien faire, rien administrer, il faut aller très vite. Deuxième élément qui est souvent bien plus inquiétant, ce sont quelques données chiffrées de ce que représentent les accidents vasculaires cérébraux. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'un humain sur 6 fera un AVC durant son existence. Donc c'est vraiment très important. L'ensemble des cancers, c'est 1 sur 8. Les accidents vasculaires cérébraux touchent plutôt une population âgée. C'est plutôt fréquent après 70-75 ans, mais ça peut survenir à tout âge. Ça peut survenir chez l'enfant, chez l'adolescent, chez l'adulte jeune, Margot Turcab ou
racontera son histoire. Et donc, un quart des accidents vasculaires cérébraux arrivent chez des gens de moins de 65 ans. Et actuellement, en France, comme dans les autres pays européens, c'est dans cette tranche d'âge que l'on voit encore augmenter le nombre d'accidents vasculaires cérébraux. Les femmes sont un peu plus touchées que les hommes, mais ça, c'est lié simplement au vieillissement de la population. Et dans les tranches d'âge très élevées où les AVC sont très fréquents, il y a plus de femmes que d'hommes. Voilà pourquoi il y a plus de femmes touchées. Et avoir fait un accident vasculaire cérébral n'empêche malheureusement pas d'en faire d'autres par l'avenir. Le risque de récidive est de l'ordre de 20% à l'heure actuelle à 5 ans. Ce sont souvent des personnes qui, au fil du temps, oublient de prendre les médicaments qu'on a donnés après le premier accident vasculaire cérébral pour éviter qu'il y ait des récidives. Donc c'est très important de ne pas arrêter les traitements de prévention de rechute. Si on s'intéresse à la Nouvelle-Aquitaine, une petite carte avec des chiffres. Alors ces chiffres-là, c'est le nombre de patients hospitalisés pour un AVC par an en 2019 dans les différents départements de Nouvelle-Aquitaine. Les chiffres représentent les patients hospitalisés, uniquement cela. Et si on rapporte le nombre de patients qui ont fait des AVC à la population, il n'y a pas de très grosse disparité entre départements. Par contre, si je vous affiche la carte de mortalité, l'accident vasculaire cérébral peut tuer. Eh bien, pour ceux qui savent faire des règles de 3, on se rend compte assez rapidement qu'il y a un taux de mortalité qui est plus élevé dans les départements les plus ruraux, et notamment la Creuse et la Corrèze. La moyenne de décès à 3 semaines après un accident vasculaire cérébral est de l'ordre de 10% à l'heure actuelle en France, ce qui est quand même une maladie redoutable. Donc elle est fréquente, elle peut tuer les gens et surtout, un tiers des patients survivants gardent des séquelles invalidantes dans la vie de tous les jours et nécessitent d'être aidés. Donc ça fait vraiment tout le poids de cette maladie. Et je pense que beaucoup d'entre vous savent de quoi je veux parler, puisque on a tous probablement dans notre famille ou parmi nos proches quelqu'un qui a fait un AVC. Donc ça, je l'ai dit, 2 par heure à Nouvelle-Aquitaine, donc on va passer un peu plus d'1 heure ensemble. Il y aura eu en Nouvelle-Aquitaine au moins 2 AVC. 1 sur 3 va garder des séquelles, et c'est la première cause de mortalité pour les femmes notamment. Mais on peut agir, et c'est pour ça que je suis là. C'est pas pour vous faire peur, c'est parce que nous médecins, on sait quelles sont les cibles sur lesquelles on peut agir au niveau de la population pour essayer de limiter le nombre d'accidents vasculaires cérébraux qui surviennent. Sur l'âge, on n'y peut rien. Mais on vieillit en fonction de ce que l'on a été avant. On vieillit plus ou moins bien en fonction de la prise de conscience de notre état de santé tout au long de la vie. Là, c'est extrait d'une publication, une grande publication internationale du Lancet. Vous en avez peut-être entendu parler au moment de la crise Covid. On a beaucoup parlé des grandes revues de médecine. Et là, cette revue s'est attachée à regarder dans le monde entier quels étaient les facteurs prédisposant à la survenue d'un accident vasculaire cérébral et les a classés région par région. Donc, si on regarde... est-ce que je vais avoir la souris? Non, j'ai pas la souris. Donc, au global, le premier facteur de risque, ce qui favorise la survenue d'un accident vasculaire cérébral, c'est l'hypertension artérielle. Trop de pression dans les artères. Alors, trop de pression dans un tuyau expose le tuyau à se déchirer. Vous mettez trop de pression dans le tuyau d'arrosage du jardin, il va éclater. OK, l'hypertension artérielle, trop de pression dans les artères, expose au risque de saignement, mais je vous ai dit que l'hémorragie ne représente que 20% de l'ensemble des AVC. Et comment expliquer que l'on retrouve l'hypertension artérielle chez 80% de l'ensemble des patients, et notamment ceux qui ont eu un infarctus cérébral, c'est-à-dire une artère bouchée? C'est que les artères, ce n'est pas des simples tuyaux d'arrosage du jardin. C'est beaucoup plus intelligent que ça. Quand l'artère est soumise à trop de pression, pour justement éviter d'éclater, elle va épaissir sa paroi. Et l'hypertension va faire que les parois supplémentaires vont se rajouter non pas à l'extérieur, mais vers l'intérieur de l'artère. Ce qui fait que petit à petit, le diamètre utile de l'artère, celui dans lequel le sang circule, va se réduire et va occasionner l'occlusion des artères. Les bons chiffres de tension, c'est surtout le premier chiffre qui compte, celui au moment où le cœur, quand un médecin vous prend dans la tension, il vous donne 2 chiffres. 14,8 ou un truc comme ça. Si vous dites 14,8, c'est parfait. 14, c'est le moment où le cœur vient de pomper. Donc, c'est le moment où il y a le maximum de pression dans les artères. C'est cette pression-là qui est la plus néfaste, la plus toxique pour la paroi des artères. Il ne faut pas qu'elle soit au-dessus de 14. La deuxième, c'est le moment où le cœur se relâche et où le sang revient vers le cœur. Et à ce moment-là, c'est la pression résiduelle dans les artères. Elle est moins toxique pour les artères en général. Donc, l'hypertension, c'est vraiment très fréquent. Une enquête du ministère de l'HAS a montré, c'était il y a 2 ans de ça, que
au moins un tiers des Français adultes sont hypertendus. Un tiers. Donc vous prenez la salle, je sais pas, il doit y avoir à peu près 100, 150 personnes. Ah ben, il y a au moins facilement peut-être 50 personnes qui sont hypertendues. La moitié le sait. La moitié le sait parce qu'on leur a dit vous êtes hypertendu, parce qu'à 2 reprises on leur a trouvé des chiffres de tension trop élevés. Mais et parmi, donc il y en a la moitié qui le sait pas. Et parmi la moitié qui sait qu'il est hypertendu, il n'y en a que la moitié qui prend comme il faut les traitements pour contrôler la tension artérielle. La tension artérielle, on n'en guérit pas, on arrive à la contrôler avec les médicaments. Et donc c'est tolérance zéro sur l'hypertension artérielle. On peut très bien vivre des années avec 17 de tension, mais l'addition, on va la payer 5, 10, 15 ans après, par un infarctus cérébral, par un infarctus du myocarde, par un accident au niveau de la rétine ou un accident au niveau du rein. Donc l'enjeu de traiter la tension artérielle, c'est pas l'immédiat, c'est pas le quotidien, c'est le futur. Et ça, souvent, les médecins ne prennent pas suffisamment de temps pour expliquer à leurs patients pourquoi ils leur donnent 1, 2, 3 médicaments à avaler tous les jours pour faire baisser la tension. Pourquoi 2 ou 3? C'est qu'avec un médicament, en général, on fait baisser la tension de 1 point. Donc s'il faut passer de 17 à 14, il va falloir donner en général 3 médicaments. Souvent, ils sont associés dans le même comprimé. Donc l'hypertension artérielle, 80% des AVC qui sont hospitalisés à Pellegrin sont hypertendus. Donc c'est vraiment notre cible principale, notre bête noire. Et c'est pour ça que l'association qui fait un tour de Nouvelle-Aquitaine distribue gratuitement des appareils à tension. On sera place de la Victoire vendredi à partir de 11 h. Si vous voulez passer, vous pourrez avoir peut-être, s'il en reste, un appareil à tension. Le deuxième facteur de risque, c'est l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire être un peu trop gros, pas forcément très gros, mais un peu trop, et pendant longtemps. Ça aussi, ça abîme les vaisseaux à la longue. Le troisième, c'est une consommation insuffisante de fruits et de légumes. Donc, et le cinquième, c'est la consommation de tabac. Donc, si vous voyez ce quintet des facteurs de risque de l'accident vasculaire cérébral, le premier est contrôlable et les 4 autres sont liés à notre mode de vie, à notre hygiène de vie au quotidien. Je ne dis pas que tous les patients qui font des AVC ont des facteurs de risque. On peut faire des AVC pour tout un tas d'autres choses, mais à l'échelon d'une population, c'est vraiment ça la cible sur laquelle il faut que l'on agisse, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'hypertension artérielle. À l'heure actuelle, c'est aussi ça qui explique en partie l'augmentation du nombre d'AVC chez les jeunes. C'est une mauvaise hygiène de vie, plus de sédentarité, une alimentation trop grasse, trop salée. Le sel fait augmenter la tension artérielle. Pour faire baisser la tension artérielle, c'est pas très compliqué. Avant de prendre les médicaments, c'est déjà limiter les apports en sel et faire plus d'exercice physique. 20 à 30 minutes de marche tous les jours, c'est vraiment ça la recommandation. Ça fait déjà baisser la tension. Souvent, ça suffit pas et il faut donner des médicaments pour la faire baisser davantage. Donc l'hypertension, je martèle, 4 fois sur 5, elle a quelque chose à voir dans la survenue de l'AVC. L'arythmie cardiaque, là encore, c'est une cause de l'accident vasculaire cérébral. Vous avez vu sur le petit film tout à l'heure un caillot qui partait du cœur. Et avec l'âge, le cœur peut devenir irrégulier. Normalement, le cœur, c'est un muscle avec des fibres musculaires. Et ces fibres musculaires se contractent tout en même temps pour vidanger la cavité cardiaque. Et pour se contracter tout en même temps, il y a un chef d'orchestre qui donne le tempo. Mais avec le vieillissement, le chef d'orchestre devient un peu défaillant. Et donc, le rythme n'est plus aussi régulier qu'avant. Et donc, les fibres musculaires se contractent un peu à leur rythme comme elles veulent. C'est ce qu'on appelle l'arythmie cardiaque par fibrillation atriale ou fibrillation auriculaire. Le cœur se vidange, mais pas complètement à chaque contraction. Et donc, il y a du sang qui stagne dans les cavités cardiaques. Et le sang qui stagne quelque part a tendance à faire des caillots. Ce caillot fabriqué dans le cœur à cause de l'arythmie peut ensuite partir dans la circulation, monter à la tête et boucher une artère et donner un accident vasculaire cérébral. Dans 20% des AVC que l'on a dans le service, il y a une arythmie cardiaque qui est en cause. L'arythmie cardiaque est liée au vieillissement, ça devient très fréquent, surtout après 80 ans. Et là encore, la moitié des gens ressent l'arythmie, ressent des palpitations ou un essoufflement. Et l'autre moitié ne ressent rien du tout. Donc on peut avoir le cœur complètement irrégulier, ne rien ressentir, et c'est parfois l'AVC qui va révéler l'irrégularité du cœur. C'est pour ça qu'on propose aussi de rechercher l'arythmie cardiaque. On avait fait ça dans les pharmacies il y a 2 ans de ça, avec un dispositif automatique. Mais aussi, il faut apprendre à se prendre le pouls, ici ou au niveau du cou, et regarder si le rythme est régulier. La fréquence, le nombre de battements par minute, n'est pas très important. Qu'on batte à 60, à 80 ou 90, peu importe. L'important, c'est que ce soit régulier comme un métronome.
Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est que si le cœur est irrégulier, s'il y a une arythmie cardiaque, on va donner à la personne des médicaments, des anticoagulants, pas pour mettre le cœur, lui redonner son rythme régulier, mais surtout pour éviter que ne se forme le caillot, qui est la complication principale de l'arythmie cardiaque. Donc les axes de prévention, ils sont repris là, hein. Faire vérifier régulièrement sa tension, ou le faire soi-même, tranquillement, 10 minutes assis, 3 mesures successives. Contrôler son pouls, apprendre à le faire avec un médecin ou un professionnel de santé. Une alimentation équilibrée, peu salée. L'activité physique quotidienne et arrêter de fumer pour ceux qui fument encore. Un petit mot en rose pour les femmes. Donc je l'ai dit tout à l'heure, les femmes font un peu plus d'AVC que les hommes du fait de leur grand nombre dans les tranches d'âge où l'AVC est vraiment très fréquent. Mais il y a aussi chez les femmes jeunes une association qui... pour nous, est vraiment très importante, qu'il faut à tout prix éviter, c'est l'association tabac, pilule et migraine. C'est l'association des trois qui augmente vraiment le risque d'accident vasculaire cérébral. La migraine, on n'y peut pas grand-chose. La pilule, on peut peut-être imaginer d'autres moyens de contraception. Et le tabac, c'est de toute façon recommandé pour personne, donc il vaut mieux éviter ça. Voilà sur les facteurs de risque, après quelques chiffres d'épidémiologie. Comment essayer de l'éviter? Et maintenant, on va en arriver aux signes d'alerte, c'est-à-dire comment repérer que quelqu'un fait un accident vasculaire cérébral. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de neurologie, parce que les symptômes et les signes neurologiques de l'AVC, il y en a plus d'une centaine. Mais les trois principaux sont ceux qui sont écrits là. C'est quelqu'un qui, brutalement, le mot-clé, c'est brutalement. Ça vient tout d'un coup, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le cerveau tombe en panne s'il n'est plus irrigué comme il faut. Qui va présenter une faiblesse du corps. Alors, faiblesse du corps, qu'est-ce que ça veut dire? On va demander à la personne de tendre les bras devant elle. Les deux bras se lèvent et ne bougent pas, tout va bien. Si un bras ne se lève pas du tout, c'est qu'il est paralysé, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et ou alors, on peut avoir simplement un fléchissement dans les 10 secondes de la main. Et dans ce cas-là, si c'est venu tout d'un coup, c'est peut-être un AVC. Il faut appeler le SAMU sans tarder. Deuxième symptôme, c'est une atteinte du visage, donc avec une paralysie du bas de la joue. Et là, on va demander à la personne de faire une grimace, ou de montrer les dents, ou un sourire. Et on regarde si ça se contracte de façon symétrique, pareil des deux côtés. Si la bouche part de travers comme ça veut dire qu'il y a une perte de la motricité, de la force des muscles de la joue, et donc c'est une paralysie de la joue. Rien que ça peut être un accident vasculaire cérébral, et il faut appeler le 15. Et le dernier symptôme très fréquent, ce sont les troubles du langage. Quelqu'un qui perd le langage brutalement, soit qui comprend plus ce qu'on lui dit, soit qui n'est plus capable de s'exprimer, soit les deux. Et donc là, on va demander à la personne de répéter une phrase simple. Hier, il faisait beau, je suis allé au Cap Ferré. C'est pas vrai, c'était le week-end avant. Si la personne est capable de comprendre ce que vous venez de lui dire et de le répéter, c'est qu'il n'y a pas de problème dans son langage. S'il est capable, s'il a compris ce que vous lui demandiez, et que il sort une espèce de charabia qui veut plus rien dire, c'est qu'il y a un trouble du langage, ou alors il est incapable de s'exprimer et de comprendre, et dans ce cas-là, c'est aussi un trouble du langage plus grave. Là encore, un seul de ces symptômes suffit pour penser que c'est un AVC, et il faut appeler le 15. Alors, il y en a d'autres. Il y a des troubles de la vision, qui peuvent être la perte de vision d'un œil ou d'une partie latérale du champ visuel, des troubles de l'équilibre ou des maux de tête. Mais les maux de tête ne sont pas très fréquents. On a des maux de tête dans l'AVC dans à peu près 20% des cas, 1 sur 5, pas plus. Et l'absence de maux de tête conduit souvent les patients à attendre que ça passe ou que ça passe pas, mais comme ils ont pas mal, ils considèrent que finalement, on peut attendre. Contrairement à l'infarctus du myocarde. Dans l'infarctus du myocarde, ça fait très mal. Et le fait qu'il y ait la douleur, c'est un signal d'alerte très puissant, et les gens n'hésitent pas et appellent tout de suite. Donc, il ne faut pas attendre. Et appelez le 15, appelez le SAMU. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut que la personne soit hospitalisée et bénéficie d'un scanner ou d'une IRM très rapidement. Alors pour les sourds et malentendants, je leur ai promis que je le dirai tout à l'heure. C'est pas le 15, bien évidemment, qu'il faut appeler, c'est le 114. Donc il y a un dispositif d'échange par des messages écrits qui permet aux sourds et malentendants de donner l'alerte. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand vous appelez un service de secours, que ce soit le 15 ou le 114? Mais dans ce cas-là, vous allez tomber sur un assistant de régulation médicale. En gros, c'est une infirmière qui va vous demander qui vous êtes, où est-ce que vous habitez. Et il va vous demander le numéro de téléphone pour pouvoir vous rappeler. Et ensuite, elle va vous demander ce qui se passe. Le mot à ne jamais utiliser, mais jamais, c'est malaise. Il a fait un malaise. Un malaise, ça veut rien dire.
Ça veut dire il a perdu connaissance, ça peut être un arrêt cardiaque et une mort subite, ça peut être un accident vasculaire cérébral, ça peut être une intoxication par les médicaments, les somnifères, ça peut être une intoxication aiguë. Malaise, ça veut rien dire. Il vaut mieux que vous décriviez ce que vous voyez. Allô, allô, oui, venez vite, mon mari ce matin dans la salle de bain est tombé, il peut plus se relever, il bouge pas le bras droit, il parle plus. Bon, ça, normalement, ça doit faire tilt dans l'esprit de l'assistant de régulation, d'autant plus qu'on a beaucoup augmenté le niveau de formation des assistants de régulation avec des formations spécifiques, justement pour les aider à repérer ces signes d'alerte. Ensuite, on va vous passer à un médecin. C'est un médecin régulateur du SAMU, et c'est ça le SAMU. Et donc là, il va reprendre l'interrogatoire, il va vous demander de faire lever les bras, de faire prononcer ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, de faire la grimace et de prononcer une phrase simple. Et ensuite, il va vous demander les antécédents, les traitements, et à quelle heure c'est survenu. Parce que c'est une urgence absolue. Et à partir du moment où les symptômes sont arrivés, la course contre la montre étant engagée, il faut vraiment se dépêcher. Et il va vous envoyer un moyen de transport pour vous amener dans un établissement de santé. Mais pas n'importe lequel établissement de santé. Parce que lui, il sait quels sont les établissements qui sont capables de s'occuper de quelqu'un qui a fait un accident vasculaire cérébral. Sur Bordeaux, il n'y a que Pellegrin qui s'occupe de ça. C'est pas ailleurs. Et donc ça, vous ne le savez pas forcément, surtout dans la panique et la précipitation, il vaut mieux que le régulateur vous envoie au bon endroit. Autre énorme avantage, c'est que le régulateur, non seulement il vous envoie quelqu'un pour vous transporter, il vous envoie au bon endroit, mais il va prévenir le médecin de garde de Pellegrin en lui disant « Écoute, je t'envoie monsieur ou madame un tel, il a tel âge, il a une hémiplégie droite qui est survenue ce matin à 8h15, d'après sa femme, c'était dans la salle de bain, et il prend tel et tel traitement, il est dans le camion des pompiers, il arrivera à 9h10 chez toi. » Et donc c'est quelqu'un qui arrive aux urgences de Pellegrin en étant attendu. Et si vous êtes venu une fois dans un service d'urgence, celui de Pellegrin ou un autre, vous imaginez très bien l'intérêt d'y être attendu plutôt que d'y arriver spontanément. Je passe. Délai très court. Alors très court parce que depuis 2003, on a enfin un traitement. Ça a été le premier traitement de l'accident vasculaire cérébral. C'est un médicament qu'on appelle un thrombolytique. C'est le desktop des neurologues. C'est un médicament qu'on injecte dans une veine après avoir examiné le patient, après lui avoir fait un scanner ou une IRM, et ce produit a la faculté de dissoudre, de faire fondre le caillot, et donc de restaurer l'irrigation du cerveau, et donc les neurones récupèrent de l'oxygène et du glucose et se remettent en route. Mais il ne faut pas que l'artère ait été bouchée trop longtemps, parce que au bout de quelques minutes ou quelques heures, les neurones, s'ils sont privés d'énergie, finissent par mourir. Et c'est ça qui fait la cicatrice, c'est ça qui fait les séquelles de l'accident vasculaire cérébral, c'est la taille de la lésion à l'intérieur du cerveau. On a jusqu'à 4h30 au maximum pour que le patient arrive de l'endroit où il a fait l'AVC, qu'il soit transporté au bon endroit, qu'il ait vu le bon médecin, qu'il ait eu le bon scanner ou la bonne IRM, que tout le monde soit en place et qu'on puisse lui administrer le traitement. Donc c'est vraiment une organisation qui ne souffre aucune faillite, aucune défaillance pour être efficace. À l'heure actuelle, on arrive avec ce médicament-là à déboucher l'artère, en gros, 1 fois sur 3. Ce qui est déjà un très bon résultat, parce qu'avant 2003, on n'avait rien du tout. Donc, premier élément, c'est la thrombolyse, uniquement dans des centres spécialisés, et c'est un traitement qui ne peut être prescrit que par un neurologue. Donc, quand je disais qu'il fallait que le patient rencontre le bon médecin, mais c'est forcément un neurologue. Et ça se fait dans une unité neurovasculaire, qui sont des unités dédiées à la prise en charge des patients qui ont fait un accident vasculaire cérébral. Là, vous voyez un box des soins intensifs ici, avec une infirmière et 3 infirmiers autour d'un patient qui vient d'arriver. Le premier est en train de préparer le médicament qu'on va injecter à la patiente qui est là. En 2008, c'était la création de la première UNV ici à Bordeaux, et puis progressivement, on a réussi, grâce au soutien de l'Agence régionale de santé, à développer dans les différents établissements de la région, et au moins une par préfecture de département, une unité neurovasculaire pour prendre en charge ces patients avec des équipes de neurologues sur place, même si à l'heure actuelle on a quelques difficultés en termes de démographie et de nombre de médecins neurologues, mais c'est pas le lieu de discuter de ça. Donc voilà l'ensemble des unités neurovasculaires qui existent à l'heure actuelle en Nouvelle-Aquitaine.
Donc, les 4h30, c'est bien, on n'a jusqu'à 4h30, mais si on arrive à déboucher l'artère à 2h30, c'est mieux qu'à 3h. À 3h, c'est mieux qu'à 3h30. Et à 3h30, c'est mieux qu'à 4h. Et 4h30, c'est mieux que pas du tout. Voilà. Deuxième élément dans la prise en charge et le traitement, qui pour nous a été une vraie révolution, et pour les patients aussi, et surtout pour les patients, c'était en 2015, 1er janvier 2015, 3 études sortent dans le New England Journal of Medicine et qui montrent que la thrombectomie mécanique améliore le pronostic fonctionnel des patients quand elle est appliquée jusqu'à la 6e heure. Alors non seulement on gagne du temps pour soigner les patients, mais surtout on gagne en efficacité, parce qu'avec ce type de traitement qui consiste à piquer ici dans l'artère fémorale et à remonter un cathéter, un petit guide, et aller dans les artères du cerveau, et on va attraper le caillot et on l'enlève mécaniquement. Donc on utilise maintenant et le desktop et les couvillons. Voilà. Donc le desktop, c'est pour les neurologues, les couvillons, c'est pour les neuroradiologues interventionnels. Alors c'est un petit film d'illustration qui va vous montrer, c'est illustré, hein, un patient, on va le voir en coupe, vous allez voir le cerveau, les artères, le sang qui pulse, et puis on voit un caillot qui va partir du cœur, probablement, qui va monter, clot, c'est caillot en anglais, et puis il passe, et puis il est plus gros que l'artère, il bouche l'artère, la paralysie s'installe, le cerveau devient ischémié, manque d'irrigation, et donc la technique, là vous voyez le petit fil qu'on monte, c'est un guide porteur. Sur ce porteur, on va passer à travers le caillot, sur le guide. Et sur le guide, ensuite, on va monter un petit tuyau qu'on va pousser derrière, à travers le caillot. On retire le guide. Et dans le petit cathéter, on va monter un stent, un petit ressort qui va se déployer automatiquement. Et en se déployant, il va écraser le caillot contre la paroi. Donc déjà, ça permet de restaurer le flux sanguin à l'intérieur de l'artère. Et non seulement ça permet de réouvrir l'artère, mais contrairement à ce que font les cardiologues pour les coronaires, nous on utilise ce stent comme une épuisette, c'est-à-dire qu'on va le retirer pour enlever le caillot de l'intérieur de l'artère. Et donc cette technique-là, combinée au traitement par thrombolyse, donc desktop plus écouvillon, hein, thrombolyse plus thrombectomie mécanique, permet de déboucher l'artère au moins 8 fois sur 10, à condition, une fois encore, que le patient arrive au bon endroit et dans les délais. Alors, une illustration de, en vrai, ce que c'est. Hein. Donc là, le stent, il fait 1,5 cm de long. Donc, vous imaginez la taille du caillot. Hein. Voilà. Donc, ça va quand même mieux une fois que l'artère est débouchée. Le problème, c'est que cette technique-là relève de l'hyperspécialité et ne se pratique que dans les centres de neuroradiologie interventionnelle. Et en 2015, il n'y en avait que 3 en Nouvelle-Aquitaine. C'était les 3 CHU, Bordeaux, Poitiers et Limoges. Les radiologues de Pau et de Bayonne ont accepté de se former à cette technique-là. Et depuis fin 2018, ils ont réussi à créer des centres de thrombectomie sur le sud-Aquitaine, c'est-à-dire Bayonne et Pau, pour permettre d'éviter de devoir transporter les patients du Pays Basque ou du Béarn à Bordeaux pour bénéficier de ce type de traitement. Donc on a des traitements, il faut les proposer, et il faut les proposer à l'ensemble de la population. Or, on a des trous dans la raquette. C'est évident, on manque de neurologues. Et donc, comme souvent, quand il manque de médecins, qu'est-ce qu'on fait? On en fabrique? Oui, d'accord, mais ça se joue à un autre niveau. Mais on utilise la télémédecine. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce qu'on a mis en place depuis 2011. D'abord en Aquitaine, et puis maintenant qui est déployé sur toute la Nouvelle-Aquitaine. C'est une illustration du réseau de télé-AVC ou de télé-thrombolyse, donc qui permet de prendre en charge à distance un patient qui a fait un accident vasculaire cérébral. Sur le petit film que vous allez voir, il a été tourné il y a déjà quelques temps. Vous le remarquerez à la fin quand vous me verrez sur le film. On est à Blaye, donc là il y a une ambulance qui amène un patient qui a été régulé par le SAMU, et donc il arrive aux urgences de Blaye. Donc il n'y a pas de neurologue à Blaye du tout. Voilà ce que je vous disais. Voilà, donc Siméon Siani, qui est le chef de service des urgences de Blaye, est au chevet du patient, l'interroge, et moi je suis dans un bureau à Pellegrin, et je commande une caméra qui est au plafond dans le box des urgences. J'ai tout un tas d'écrans devant moi qui vont me permettre, avec l'aide de mon collègue urgentiste, d'examiner à distance le patient. Je peux même zoomer pour voir la taille de sa pupille. Hein. La caméra est vraiment très, très performante. Donc, on va confirmer le diagnostic clinique d'accident vasculaire cérébral. Le patient va ensuite aller au scanner ou à l'IRM. À Blaye, c'est un scanner.
Donc vous allez le voir, il est brancardé au scanner. Et derrière moi, je ne sais pas si vous avez vu, l'écran du milieu, c'est une console qui, ça c'est la caméra où on fait l'examen ensemble, tous les deux. Ça a été aussi l'occasion de former les urgentistes à l'examen neurologique. Hein, et donc ça a permis de monter en compétence dans tous les services d'urgence qui sont équipés de ça. Et donc moi, je peux voir le scanner, je vois le dossier du patient. Donc j'ai le dossier, le scanner ou l'IRM et la visio sur le patient. Donc j'ai tous les éléments pour prendre une décision d'administrer le traitement thrombolytique, le médicament, à Blaye, plutôt que de dire on fait tous les examens, tu me l'envoies avec une ambulance et une fois arrivé à Bordeaux, ben, on lui fera le traitement. Donc le patient reçoit le traitement. Ça a permis donc de doubler le nombre de patients qui étaient traités par thrombolyse. Et donc ensuite, ben, le patient est transporté à Bordeaux si c'est nécessaire, soit pour une thrombectomie, soit pour la prise en charge à l'unité neurovasculaire. J'accélère un peu. Voilà. Et donc le réseau de télémédecine à l'heure actuelle, c'est ça. Et donc on a déployé à peu près partout le réseau de télé-AVC. Et à l'heure actuelle, on l'utilise de plus en plus, y compris pour seconder des collègues dans des unités neurovasculaires. C'est en particulier vrai à Périgueux. Depuis janvier 2020, à Périgueux et sur l'ensemble de la Dordogne, depuis janvier 2020, il n'était que 3 neurologues. Et à partir du 1er novembre, il n'en restera qu'un. Donc comment voulez-vous demander à un neurologue à Périgueux d'assumer la charge d'une garde tous les jours pour répondre aux urgences, parce que les AVC, ça arrive le jour, la nuit, le week-end, le 1er et le 11 novembre. Donc, depuis janvier 2020, tous les AVC de la Dordogne la nuit sont pris en charge par le neurologue de garde du CHU de Bordeaux en télé-AVC. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Alors, je vais maintenant laisser... je vais finir avec ça. Donc, c'est quand même une petite synthèse avant de laisser la parole à Margot Turca. Chaque minute compte. Hein. Retenez les 3 signes principaux. Bouche de travers, faiblesse du bras ou de la jambe et du mal à parler. Si ça s'est installé brutalement, vous appelez le SAMU, le 15 ou le 114, parce que nous, médecins, on a des choses à proposer en termes de traitement. Surveillez votre tension, améliorez votre hygiène de vie, apprenez à vous prendre le pouls, vérifiez qu'il est régulier. Et puis, si vous voulez, vous pouvez passer vendredi, place de la Victoire, rencontrer l'équipe de l'association AVC Tous Concernés, qui est présidée par Philippe Ménard, que je ne remercierai jamais assez pour toutes ces actions qui mènent destinées à aider à porter le message de la prévention grand public des accidents vasculaires cérébraux. Voilà, donc je passe maintenant la parole tout de suite. Non, les questions, c'est à la fin, je regrette. C'est convenu comme ça pour des questions de vidéo, si j'ai bien compris. Je passe la parole à Margot Turca, qui va vous présenter son petit AVC. Mais il n'y a jamais de petit AVC. C'est parfois un terme qu'on utilise, nous, à tort. Et souvent, ce que l'on veut dire là, c'est que la lésion au niveau du cerveau est pas très grosse, mais elle peut malgré tout avoir des conséquences majeures. Nous avons le plaisir d'accueillir Margot Turca pour Mon petit AVC, publié chez Larousse, qui est donc autrice de ce livre. Margot, en 2018, vous avez eu un AVC, vous décidez de dessiner ce qui vous arrive, ça deviendra cette bande dessinée qui est là devant nous. Vous y racontez tout votre parcours pendant quasiment 1 an, on va dire, de novembre à avril à peu près, donc de l'accident que vous avez eu jusqu'au retour chez vous. Donc on y retrouve vos doutes, vos peurs, vos angoisses, mais aussi énormément d'explications très didactiques sur l'AVC. C'est peut-être le côté de votre profession, professeur d'art plastique, qui ressort. On y trouve aussi, pour tous les gens qui ne l'ont pas lu, énormément d'humour, ce qui est assez étonnant et paradoxal sur le sujet, mais ça permet aussi de déconstruire tous les préjugés qu'on peut avoir. Donc bon, je vais vous laisser la parole, parce que c'est pour vous qu'on est là. Vous êtes venu en tant que témoin et autrice, donc j'aurai une première question. Tout à l'heure, le docteur Rouanet a parlé de l'importance de la prise en charge en urgence, et en tant que... j'aimerais savoir comment ça s'est passé pour vous. Alors, n'en déplaise au docteur Rouanet, ça s'est très mal passé pour moi. Car
j'ai compris très vite que je faisais un AVC et j'avais tout le tableau clinique que je connaissais et j'ai eu le SAMU au téléphone parce qu'en fait mon père que j'avais appelé avait eu la lucidité et avait compris lui immédiatement ce qui se passait, donc il avait appelé le SAMU. Et j'ai eu le SAMU au téléphone. Alors, ils m'ont fait un interrogatoire de base et je leur ai dit je fais un AVC, je fais un AVC, mais ils m'ont pas cru. Ils ont mis ça sur le compte d'une migraine avec aura parce que j'avais 33 ans, parce que j'avais eu un postpartum difficile, parce que j'avais aucun facteur de risque. Hein, comme vous le voyez, je suis en surpoids total. Hein. Voilà, donc voilà, j'avais aucun facteur de risque, donc ils ont mis ça sur le compte de migraine et du coup, ils m'ont aiguillé vers SOS Médecins. Et le docteur des SOS Médecins, qui est pourtant venu chez moi, qui m'a ausculté et qui a tout vu, a conclu migraine avec aura. Et heureusement que mon père était là et a insisté et a dit non, IRM en urgence, c'est pas une migraine. Sur mes 4 enfants, il y en a 3 qui sont migraineux et elle l'est pas, donc c'est pas une migraine. Et sa lucidité, son insistance m'a sauvé la vie parce que j'y serai toujours chez moi à l'heure actuelle. Voilà. Donc en fait, moi j'ai perdu tout le temps qu'il faut pas perdre parce qu'on m'a pas cru et du coup moi les traitements d'urgence je me suis assise dessus quoi. Donc à 33 ans je suis devenue handicapée avec séquelles et comme vous l'entendez, mon séquelle principale c'est l'aphasie, donc trouble du langage, et à côté j'ai aussi un trouble de la parole. Vous justement, on parle de tout ce qui est rôle des soignants. Vous en parlez énormément dans votre bande dessinée, plutôt en positif. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, sur le rôle des soignants, de l'hôpital? Alors, ce que je peux vous dire, et c'est pas parce que j'ai des réductions à Pellegrin, à Pellegrin, vous serez très bien accueillis. Moi, j'ai rencontré des gens formidables. D'ailleurs, il y en a certains qui sont là dans le public. Merci à vous, je vous aime, vous m'avez sauvé. J'ai été hyper bien prise en charge une fois que je suis arrivée à l'EUNV. Et franchement, j'ai été hyper bien accompagnée dans la maladie. On m'a laissé beaucoup de chance, beaucoup d'espoir. Je suis toujours en rééducation et moi, ma vie, elle est partagée entre mon quotidien et la rééducation. C'est des gens qui font partie aujourd'hui de ma vie depuis 3 ans, donc je les vois tout le temps et je leur dois tout. Et j'ai vraiment rencontré des gens formidables dans ce parcours de vie que la vie m'aurait jamais offert de rencontrer. D'ailleurs, même tous les gens que j'ai côtoyés en tant que patient à l'hôpital, j'ai rencontré des gens extraordinaires et normalement, dans la vie d'une jeune femme de 33 ans, on rencontre pas ces gens et on n'imagine pas qu'on va pouvoir se lier d'amitié avec quelqu'un qui a 80 ans. Si c'est possible. Et finalement, j'ai eu du bol dans cette expérience de vie. Vous êtes justement vraiment à l'opposé de ce qu'on imagine comme victime d'un AVC. C'est un peu l'intervention que vous avez fait également. Effectivement, jeune, trentenaire, pas du tout en surpoids, pas d'hypertension. Enfin, non. Voilà. On sent que le rôle de témoin est vraiment essentiel pour vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, ça m'est tombé dessus d'être témoin. C'était pas mon but à la base. J'ai ouvert en février 2019 un compte Instagram pour raconter mon histoire. Et c'était destiné au départ pour mon fils parce que il avait 14 mois quand j'ai fait mon AVC. J'étais tout seul avec lui à la maison quand ça m'est arrivé. Et je voulais lui laisser une trace pour qu'il comprenne pourquoi maman, elle ne fait pas à la maison et pourquoi elle est partie et pourquoi je la vois pas depuis des mois. Donc, comme je pouvais pas écrire ou pas très bien, j'ai décidé de le dessiner et puis j'ai mis ça sur les réseaux sociaux et ça devait rester un peu en
vase clos avec ma famille, mes amis. Et puis finalement, il y a eu un boom. J'ai été repérée sur Instagram. Il y a plein de gens qui ont fait des AVC, qui ont commencé à m'écrire, à me contacter, à vouloir échanger et discuter de ça. Alors des gens de tout âge, hein, des parents dont les enfants ont fait un AVC, jusqu'à des personnes âgées. Voilà, je reçois beaucoup de messages. Et en fait, je suis devenue un peu leur relais, alors que c'était absolument pas mon propos au départ. Mais du coup, ils m'ont malgré tout confié cette mission. Donc, je discute beaucoup avec eux, en précisant toujours que moi, je suis professeur d'art plastique, que je ne suis pas médecin. Donc, vous pouvez me poser une question en histoire de l'art, c'est mon domaine. Mais la neuro, on est à des années-lumière de ce que je sais faire d'habitude. Et donc, voilà. Donc, moi, je suis pas médecin. Donc, je donne aucun conseil de cet ordre-là. Mais je discute du quotidien et de ce que c'est, en particulier, de devenir aphasique comme moi, et le retentissement que ça peut avoir dans un vie quand on a 30, 40 ans, et de se retrouver handicapé. Et du coup, j'ai reçu un soir un mail des éditions de Larousse qui m'ont dit « On vous veut ». Bon, ben, quand on reçoit un mail de Larousse qui dit on vous veut, on refuse pas. Hein, ça aurait été un peu idiot de ma part. Et je me suis embarquée dans ce projet titanesque de devoir écrire ce livre qui fait 2500 dessins, tous faits sur un petit bloc-notes, donc à la main. Voilà. Et du coup, ben, ça a donné le livre que vous avez sous les yeux. Vous parlez de tous les gens qui vous suivent sur Instagram, de tous vos followers, comme on dit. Est-ce que vous pensez que le sujet de l'AVC n'est pas assez abordé dans les médias ou mal abordé? Alors moi, je trouve que c'est assez regrettable aujourd'hui en France, à l'heure actuelle, que on parle de l'AVC par le biais d'assos et qu'on leur mette pas beaucoup plus de lumière dessus. Alors il y a France AVC, il y a AVC tous concernés, et je trouve qu'il n'y a pas assez de relais médiatiques puissants. On est capable de le faire et de consacrer un mois entier au cancer du sein, et c'est très bien, hein, vraiment, ça, moi je suis ravie que ça se fasse. Mais pour nous, on a une pauvre petite journée mondiale de l'AVC qui tombe à la fin d'Octobre Rose. Tout le monde nous oublie ou nous noie dans la masse. L'année dernière, le confinement est tombé ce jour-là, donc on s'est assis dessus, personne à parler de nous. Et voilà. Et du coup, on est un peu oublié. Et je pense qu'il y a un gros souci, c'est que dans le tête des gens, le AVC, c'est le vieux monsieur alcoolique, sédentaire, qui boit, voilà, et que du coup, ça intéresse pas grand monde et qu'on ne sait pas que c'est la première cause de mortalité féminine, et qu'il y a énormément de jeunes AVC. On considère que par an, il y a 15 000 personnes qui font un AVC avant 45 ans, donc c'est pas rien. Et voilà, et je trouve qu'on est un peu oublié, parce que quand on fait un AVC entre 20, 30, 40 ans, toute notre vie elle est impactée, on peut plus travailler. Si on a des enfants, c'est compliqué. Si on n'en a pas, ça va devenir compliqué. Enfin voilà, et je trouve qu'on parle pas assez de nous et qu'on est effacé sur ce sujet-là. Alors je sais pas pourquoi. Est-ce que parce que ça fait peur, parce que ça touche à la mortalité, parce que les gens s'imaginent qu'on va être foudroyé brutalement par un AVC? Je sais pas, mais toujours est-il que je trouve qu'il n'y a pas assez de relais. Et moi, quand ça m'est arrivé, je trouvais qu'il y avait très peu d'informations sur le sujet et très peu de gens qui savaient en parler précisément. Et c'est vrai que les deux recherches que j'avais, c'était France AVC, AVC tous concernés. Mais par exemple, il n'y avait rien sur les jeunes comme moi, et je me trouvais très, très isolée. Donc, avec vous, je pense que ça va changer maintenant. Vous pensez que le regard change un petit peu, justement, est en train de changer, ou c'est très, 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 très lent? Je pense que ça va être très long. Et quand on est dans mon situation et qu'on ne parle pas bien, très souvent, les gens ont un mépris total pour les personnes qui parlent pas bien. De suite, on nous colle l'image qu'on est stupide.
Et moi, très régulièrement, quand je parle, je sens bien le regard des gens, ils changent. Alors, soit on se dit, elle est anglaise. Et là, quand on me dit, vous êtes né où, je dis Bordeaux, généralement, ils sont un petit peu choqués. Et alors, c'est un pseudo-accent neurologique. Moi, c'est la chance. Il est un peu anglais. On me dit, ça fait un peu de Jane Birkin. Moi, j'ai des copines, elles ont des accents allemands très prononcés. C'est quand même un poil moins chic. Mais bon. Et voilà, et moi, ce qui m'énerve, c'est ce regard des gens qui est assez brutal. Moi, je donne un exemple que j'ai trouvé un fois très, très violent. J'étais au jardin public avec mon petit garçon, il faisait du toboggan, et il descend du toboggan, et puis il me dit quelque chose, il baragouinait, et je lui réponds. Et j'étais assise sur le banc, j'avais ma canne, et la maman à côté de moi m'a regardé de la tête aux pieds, elle a pris ses affaires, elle s'est levée, et elle s'est mise sur le banc d'à côté. Et là, je me suis dit, ok, il y a du boulot à faire pour sensibiliser les gens. Et ça m'arrive régulièrement dans les magasins. Dans le livre, je raconte quand je dois retirer un colis dans un magasin de prêt-à-porter réputé pour l'amabilité de ses vendeurs. Et qui m'ont envoyé promener parce que sur le moment, j'ai bugué. Il y avait du bruit, il y avait de la lumière et j'arrivais plus à sortir mon nom de famille. Et j'ai bien senti que le gars en face de moi, il se disait non mais qu'est-ce que c'est que cette débile. Et je l'embêtais clairement, quoi. Et voilà, et ça, c'est assez embêtant de devoir se justifier en permanence. Ça m'est même arrivé la semaine dernière en appelant à la mairie. La dame m'a agressé verbalement. Et quand son collègue m'a rappelé, j'ai été obligée de lui dire écoutez, excusez-moi pour votre collègue, mais je suis aphasique, j'ai fait un AVC, j'ai fait du mieux que je pouvais, donc merci, quoi. Et être toujours comme ça en train de se justifier, c'est pénible, quoi. Bon, vous avez autant d'humour que dans votre livre, donc tous les gens qui n'ont pas lu ce livre, je le conseille vraiment vivement. Je vous remercie pour votre intervention.